Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. On est là pour parler des contrôles et des sanctions de la CNIL, donc un peu de prospective pour l'année 2026. Prospective et puis aussi quand même un peu pour parler de l'avenir. C'est toujours intéressant de parler du passé. Donc on va aussi parler de l'année 2025 et essayer d'anticiper les éléments pour l'année 2026. Alors, avant ça, on va peut-être faire quelques présentations. Leïla, si tu veux passer la slide. Donc, pour ceux qui connaissent pas Dastra, donc nous sommes un éditeur de logiciels avec un logiciel éponyme qui s'appelle Dastra. C'est une plateforme donc, qui permet de piloter la gouvernance des données personnelles, de piloter la conformité au RGPD en particulier, mais aussi aux autres réglementations qui s'appliquent aux données, que ce soit le règlement sur l'IA, que ce soit la conformité à d'autres réglementations. On a sorti très récemment un nouveau module donc, qui permet justement d'avoir cette approche multiconformité. Je vous invite vraiment à nous contacter pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité. Sachez qu'en tout cas, c'est un outil qui permet de documenter les preuves attendues par toutes ces réglementations et aussi de s'y conformer. Avec nous, nous avons le grand plaisir d'avoir Flora Braque de la Perrière, qui est avocate au cabinet Vigo, que je vais laisser se présenter. Mais vraiment, c'est un plaisir parce que on a un partenariat qu'on a noué récemment avec le cabinet Vigo et en particulier avec Flora, qui participe aussi à, à- je dirais, à l'information de nos clients dans Dastra à travers une chronique mensuelle donc qu'elle publie sur des sujets de protection des données. Flora, je te laisse la parole peut-être pour te présenter Vigo. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je suis avocate conseil au sein du cabinet Vigo. Vigo qui est réputé en contentieux et compliance, en particulier pour le traitement des dossiers sensibles et complexes. Et donc on intervient dans différents domaines du droit, notamment en pénal. Pour ma part, j'interviens en droit du numérique, protection des données, IA et pénal, forcément du numérique et cybercriminalité. Et j'ai exercé donc au sein de la CNIL pendant 5 ans à la direction de l'accompagnement concomitamment à Jérôme qui exerçait au service des contrôles. Merci. Oui, effectivement. On ne s'est pas non plus présenté moi et Leïla, et je vais rattraper ça. Moi, comme tu l'as dit, Flora, moi, je suis un des fondateurs d'Astra et je m'occupe en particulier de l'accompagnement de clients. Et j'ai effectivement travaillé à la CNIL pendant 5 ans, pendant 6 ans, et plus particulièrement dans la direction du contentieux, puisque j'étais dans le parti service des contrôles de ce point de vue-là. Alors, ça remonte un peu, mais on va voir que c'est quand même toujours assez frais. Et Leïla, qui est parmi nous, donc qui fait partie d'Astra. Leïla, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laila au sein de l'Astra. Je suis la Legal Content Manager et juriste. Je m'occupe du contenu en fait juridique de la plateforme et de notre blog également. Donc voilà. On peut peut-être Ouais, commencer avec la on va première démarrer. partie. Ouais, ouais. Alors, juste si tu passes la slide d'après. Oui. Alors, ce qu'on va essayer d'aborder dans ce webinaire, trois choses. D'une part, les sanctions. On va essayer d'analyser les tendances de ce qui s'est produit pour essayer d'en tirer des éléments. Ensuite, on va parler des contrôles. Et on va essayer d'apporter quelques éléments pratiques de recommandation de ce point de vue-là. Pour information, le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas figurer dans l'enregistrement, je vous invite à ne pas vous manifester ou d'informations vous concernant. Euh, et, euh, et on va pouvoir démarrer. Flora, je te laisse la parole pour la partie sanctions.
Oui, alors la CNIL a très récemment publié son bilan 2025 pardon, des bilans et des sanctions et des mesures correctrices. Donc on a beaucoup parlé dans mon temps des amendes historiques de 500 millions d'euros et on a voulu saisir cette occasion avec Jérôme et Leïla pour prendre un peu de recul sur l'activité répressive de la CNIL, donc sur son activité de sanctions et de contrôle et de voir quels enseignements on pouvait en tirer en pratique dans sa mise en conformité pour donc nous en tant qu'avocats évidemment, d'Astra aussi, mais aussi en tant que directeur juridique, DPO, vous qui nous écoutez. Donc moi je me suis concentrée d'abord sur l'analyse des tendances en matière de sanctions, des tendances donc pour l'année 2025, mais aussi bien avant et même avant le RGPD, pour vraiment prendre du recul sur l'activité répressive de la CNIL. Avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, juste quelques rappels, parce que je ne sais pas, je crois il y a des gens qui sont très expérimentés, j'ai vu, mais d'autres qui ont un profil plus junior, voire reconversion. Donc les sanctions, donc ça comprend différentes typologies. Il y a des mesures correctrices et évidemment des amendes. Il y a certaines sanctions qui visent juste à se mettre, enfin, la CNIL vise surtout à obtenir de l'organisme qui se mette en conformité, donc les avertissements, les rappels à l'ordre, etc. Et puis il y a la sanction, l'amende, qui est une dimension vraiment punitive. Et on parle aussi beaucoup des mises en demeure, où là, on est un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire que l'objet, c'est quand même par définition d'obtenir une mise en conformité, mais lorsque la mise en demeure est publique et qu'elle est nominative, que le nom de la société apparaît, il peut y avoir un effet punitif qui s'apparente un petit peu à celui en termes d'amende, notamment s'agissant de l'impact réputationnel, puisque c'est un des enjeux, quand on parle de sanctions rendues par la CNIL, c'est un des enjeux qui revient, dont on parle très, très souvent. C'est vrai qu'une décision de sanction, lorsqu'elle est médiatisée, elle fragilise potentiellement la confiance des clients envers l'organisme concerné. Ça peut aussi avoir des impacts sur les investisseurs, les actionnaires, avec un retrait potentiel d'actionnaires au sein de la société ou des partenaires. Ce qui induit des impacts forcément financiers sur l'organisme, puisqu'il y a peut-être moins de contrats, des pertes de contrats, des désengagements d'investisseurs, etc. Il peut y avoir aussi un impact financier de manière très directe s'agissant des amendes, évidemment. Également, lorsqu'il y a une sanction, très souvent, à la suite de cela, il y a une mise en conformité très rapide et très intense qui implique une mobilisation des équipes et donc des ressources humaines importantes, ce qui a aussi indirectement des conséquences financières sur l'organisme et un impact dont on parle moins, mais qui est pourtant très prégnant, c'est l'impact humain et en particulier les conséquences que cela peut avoir sur des professionnels qui avaient des responsabilités en matière de conformité, de protection des données, parce que ça peut, pour parler de manière très franche, fragiliser leur position en interne et donc avoir des conséquences ensuite sur leur trajectoire professionnelle. Donc ça, c'était pour un bref rappel. Pour entrer vraiment dans le cœur du sujet, sur la slide suivante, on va voir donc un graphique qui montre en fait l'évolution du nombre de sanctions qui ont été rendues par la CNIL depuis 2019 parce que c'est le moment de l'entrée en application du RGPD. Alors, le terme sanction là inclut à la fois les amendes, mais aussi les mesures correctrices, les mises en demeure, les injonctions, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser ce tableau? Alors, on voit qu'entre 2019 et 2022, il y a un nombre de sanctions qui a une progression régulière, mais à la fois qui est assez contenue. Il n'y a pas il n'y a pas d'une rupture brutale en fait du montant de sanctions. C'est vraiment à partir de l'année 2023 où il y a un changement de régime, un changement de paradigme, où le nombre de sanctions double quasiment, puisqu'on passe de 22 sanctions en 2022 à 42 sanctions en 2023. Pourquoi cette montée fulgurante du nombre de sanctions? C'est lié à la création de la procédure simplifiée de la CNIL en 2022. Alors, cette procédure simplifiée, elle a différentes particularités. Elle a un montant déjà qui est plafonné à 20 000 euros et elle permet à la CNIL de sanctionner dans des affaires qui ne présentent pas de difficultés particulières, sous-entendu là où il y a une certaine sécurité juridique, c'est-à-dire une doctrine de la CNIL bien établie, avec des lignes directrices, des recommandations, des normes de droit souple qui précisent bien les choses de la façon dont le RGPD s'applique dans un tel cas.
ou alors il y a eu des décisions de sanctions rendues précédemment. Enfin, en tout cas, il y a une assise juridique au sein de la CNIL qui permet de sanctionner facilement et sans qu'il y ait toute la lourdeur procédurale de la procédure ordinaire. Donc elle est allégée, elle est plus courte. Et c'est ça qui permet d'augmenter significativement le nombre de sanctions depuis 2023. Il est question que le montant des sanctions qui sont rendues dans ce cadre soit augmenté. Dans le temps, il y a un projet sur ce sujet. Et ensuite, en 2024, on atteint donc un nombre de sanctions inédit qui est de 87. Donc, c'est le quadruple du volume observé en 2021. Donc là, c'est un pic historique et c'est toujours lié à la procédure simplifiée. Le nombre recule légèrement en 2025, mais en fait, on reste à peu près sur la même dynamique. Donc, on est sur une logique de répression qui est plutôt durable et qui est assez élevée. Et il faut donc souligner le rôle très important de la procédure simplifiée, puisqu'en 2025, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 83 sanctions prononcées en 2025, il y avait 67 sanctions qui ont été prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée, avec donc des montants d'amende plafonnés à 20 000 euros. On va pouvoir se rapprocher du niveau de l'Espagne, comme beaucoup le souhaitent. Ouais. Mais on est encore un peu loin, mais on va l'attendre en tout cas. Ouais. Beaucoup le souhaitent, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais... Ouais. Alors, ensuite, sur la slide suivante, le montant des amendes. Là, c'est beaucoup moins clair. Vous voyez, la courbe, elle est plutôt elle est moins évidente à lire. Alors, d'abord, là, pour le coup, c'est entre 2012 et 2018. Et la courbe qui suivra, ça sera entre 2018 et aujourd'hui. Voilà. Donc, si on revient sur la courbe précédente, donc ça, c'est celle qui correspond à avant l'entrée en application du RGPD. Donc là, on est sur des échelles, des montants qui sont entre quelques dizaines et quelques centaines de milliers d'euros, qui correspondent en fait au montant qui était prévu dans le texte avant que le RGPD entre en application. Donc sur un niveau assez bas. Et vous voyez, évidemment, en 2018, donc au moment de l'entrée en application du RGPD, il y a un point d'inflexion avec un montant qui atteint 1 196 000 euros d'amende. Et c'est vraiment à partir de 2018, donc à partir sur le slide suivant, là on voit que l'année 2019 montre une rupture majeure, puisque il y a une multiplication par plus de 40 par rapport à 2018. Donc là, on entre vraiment dans une nouvelle dimension financière, puisque là, l'échelle est différente. Vous voyez, on parle de millions d'euros. Donc, on est entre 100 000 et 500 millions d'euros. Il y a une phase ascendante entre 2019 et 2021. Vous voyez, on le voit très bien, jusqu'à 214 000 millions d'euros. Mais à partir de 2022, il y a une phase de contraction. Donc, ça descend. On redescend à 101 millions d'euros. Ce qui représente une baisse de 53%, mais qui est très significatif. Et puis, ça continue en 2023 à baisser, et de même en 2024. Ensuite, en 2025, on voit qu'il y a une montée donc jusqu'à 486 millions d'euros. Donc, il y a vraiment une rupture statistique énorme. Alors, que traduisent ces chiffres? En réalité, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Donc, il y a une évolution qui n'est absolument pas linéaire. Il y a des cycles d'intensification, il y a des cycles de contraction. Et donc, en fait, il n'y a pas ce qu'on peut comprendre de ça, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. On ne peut rien prédire, en tout cas, pour les années à venir. Ça dépend aussi des dossiers. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, en fait, par définition, on ne sait pas quel manquement on va révéler à la suite d'un contrôle. Donc, en fait, forcément, il y a une part d'imprévisibilité pour la CNIL aussi sur ces montants-là. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se concentrer sur 2025, parce qu'il y a vraiment un record historique. C'est vrai que 486 millions d'euros, c'est quand même une rupture très, très forte. Alors, ce montant-là, il s'explique par deux décisions qui sont majeures et qui expliquent en fait 98% du montant, qui sont les sanctions qui ont été rendues contre Google et contre Chine pour des sujets de dépôt de cookies. Donc, non-obtention du consentement des personnes concernées préalablement au dépôt de cookies. 98% du montant représentent en fait sont liés à ces deux sanctions-là. Et pour ce qui est des décisions autres qui ont été rendues, qui représentent à peu près 12 millions d'euros, les sujets qui sont concernés, c'est les règles applicables aux cookies encore. Donc, même en dehors de ces deux-là, il y a toujours des cookies. Et alors, s'agissant des procédures ordinaires,
Un sujet classique en 2025 qui est revenu, c'est la non-conformité des dispositifs de vidéosurveillance des salariés. C'est très classique, ça ne correspond pas uniquement à 2025. Et un sujet plus original, peut-être, c'est celle qui est rendue contre un sous-traitant, qui était la société Mobile Solutions, qui était en sous-traitant de Deezer et qui a été sanctionnée pour non-respect des règles relatives à la sous-traitance, et en particulier le fait qu'il n'ait pas supprimé les données du responsable de traitement, donc de Deezer, à l'issue de la relation contractuelle. Donc ça, c'est une décision qui est peut-être un peu moins classique que les autres. En procédure simplifiée, les décisions qui ont été rendues concernent aussi thématiques très classiques, la sécurité, les défauts de sécurité des traitements, le non-respect du droit des personnes, donc droit d'accès, surtout que c'était une thématique de contrôle. Donc, droit d'accès, il y a quelques décisions qui sont dans les tuyaux et quelques décisions qui ont été rendues. Et défaut de coopération avec la CNIL, qui est aussi un sujet extrêmement classique. Voilà pour l'année 2025, les décisions qui ont été rendues en Il y avait 2025. une question peut-être juste avant, c'est pourquoi est-ce que là dans les courbes, il y a eu une baisse à partir de 2022, un peu stagnant, un peu flagrante ici, jusqu'à 2025. Peut-être juste à rappeler que là on parle de l'échelle en millions d'euros, hein, 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, presque 500 millions d'euros en 2025. Par rapport à 2019 avant, on était sur maximum 3 millions d'euros, quoi. Donc, en fait, c'était aussi lié au fait que le RGPD permet de faire monter des amendes plus élevées à cette hauteur-là. Et aussi parce que, en fait, c'est comme on l'a eu en 2025, il y a eu un pic qui est arrivé parce qu'on a sanctionné un GAFAM. Typiquement, en 2021, c'était, je crois, encore Google à l'époque, qui avait pris aussi, je crois, deux fois qui avait pris 150 millions ou 110 et 100, je ne sais plus exactement. Mais je crois que c'était aussi sur la partie cookies, de toute façon, qu'ils avaient eu ça. Donc, voilà, ils ne peuvent pas mettre chaque année des montants à plusieurs centaines de millions pour les GAFAM, parce que ces montants-là, ça va vraiment être pour ces sociétés-là en réalité. Donc, c'est ce qui peut expliquer un peu justement ce trou un peu entre ces 2 années. Oui, il y a une Voilà, part d'imprévisibilité totale aussi. Ouais. Ensuite, donc là, c'est juste une présentation des thématiques classiques qui sont souvent mises en avant par la CNIL en matière de sanctions. Donc, c'est bon à savoir aussi quand on s'occupe de la conformité de son organisme. Ça permet aussi, on verra plus tard, de hiérarchiser un petit peu les actions. En procédure ordinaire, donc comme tu le disais, Jérôme, les cookies et les traceurs, c'est un sujet ultra classique. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes directrices et des recommandations, et donc la CNIL a pris vraiment le soin et le temps de définir très précisément ce qu'elle attendait de la part des acteurs sur ce sujet-là en matière de conformité. Et donc ça donne une assise aussi à l'institution qui fait qu'elle va pouvoir sanctionner de manière sereine sans risquer, ou en tout cas minimise le risque que le Conseil d'État revienne sur sa décision. Donc quand il y a des assises comme ça juridiques importantes et qui ont été travaillées de longue haleine, etc. C'est vrai que là, il faut faire attention parce que ça devient un sujet classique avec des montants, là, en l'occurrence, importants. Pourquoi? Parce qu'en matière de cookies, ça implique tout de suite des volumes en matière de collecte et de traitement de données qui sont importants et intrusifs, puisque les cookies, vous savez que ça suit le comportement en fait, des utilisateurs. Donc, tout de suite, les amendes prennent des bons dans des proportions assez importantes du fait de l'impact aussi des personnes de l'impact pour les personnes concernées. Donc, cookies, traceur, c'est vraiment très classique. Sécurité des données, c'est très classique aussi bien dans la procédure ordinaire que simplifiée. Évidemment, c'est un sujet de préoccupation. C'est normal, avec l'augmentation exponentielle des cyberattaques, c'est forcément quelque chose de sensible. Donc ça, c'est classique, ça restera classique. Je pense que ça, on peut le parier là-dessus sans difficulté. La prospection commerciale, c'est aussi extrêmement classique. Il y a chaque année des sanctions là-dessus parce qu'il y a une assise aussi il y a des pages CNIL, mais il y a aussi des textes qui précisent les conditions dans lesquelles vous pouvez prospecter en B2C, donc un individu, un consommateur,
consommateurs. Toute cette doctrine, elle est vraiment très, très claire. Donc là, il n'y a pas de difficulté pour sanctionner sur ces sujets, donc elles le font. Et la CNIL le fait. Et puis les transferts aussi internationaux, donc s'assurer que quand on transfère des données en dehors de l'UE, il y a des garanties qui sont présentes, des garanties suffisantes. Il faut vérifier que le pays a une décision d'adéquation, sinon il faut prévoir les garanties suffisantes. Ça, c'est une thématique aussi très, très classique. Et en procédure simplifiée, on voit souvent qu'il y a le non-respect du droit des personnes qui revient, notamment le droit d'accès, le droit à l'opposition et à l'effacement. Alors, on peut se satisfaire que le droit d'accès passe plutôt en procédure simplifiée, tellement ce sujet engage en fait de contentieux et de litiges. Donc, en tout cas, pour le moment, c'est un sujet qui est davantage identifié en procédure simplifiée avec un plafond de 20 000 euros, ce qui est rassurant. Sécurité des données, j'en ai parlé. La question du registre des traitements, c'est normal aussi, c'est logique. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de registre ou qu'il est incomplet, on s'interroge forcément sur l'ensemble de la gouvernance et sur l'efficacité de l'ensemble de la gouvernance de l'organisme, puisque si on n'a pas un registre, ou s'il est incomplet, ou s'il est mal fait, ça veut dire qu'on ne sait pas quelles données on traite chez soi. Et si on ne sait pas quelles données on traite chez soi, on ne peut pas mettre en place une gouvernance ou une conformité qui soit efficace. Donc c'est normal qu'on prête une attention particulière au registre des traitements. Et je vous invite à toujours commencer par ça quand vous mettez en place votre conformité. Les analyses d'impact sont aussi un sujet de procédure simplifiée. Pourquoi? Parce que ça concerne les traitements les plus sensibles. Quand il y a une obligation de faire une analyse d'impact, c'est que le traitement est très sensible et donc on y prête une attention particulière. Le défaut de coopération avec la CNIL, très classique aussi. Là, c'est quand l'organisme donc, soit ne répond pas aux sollicitations de la CNIL, aux demandes d'information de la CNIL ou tardivement ou de manière incomplète. Là, c'est un peu dommage. Enfin, il vaut mieux, je pense, même si on est en difficulté au niveau conformité, toujours maintenir un dialogue et répondre en temps et en heure avec la CNIL. Et j'en profite aussi que c'est important de le faire quand c'est le service des plaintes, parce que j'ai beaucoup de cas où les entreprises ou les organismes reçoivent des lettres et des plaintes et qui restent dans la boîte email en se disant non, ça c'est pas grave du tout, c'est juste le service des plaintes. Il faut savoir que le service des plaintes, c'est souvent le début de la chaîne répressive. Et si les relations se tendent avec le service des plaintes, vous avez de fortes chances ensuite de suivre les tuyaux jusqu'au contrôle et aux sanctions. Donc attention aux lettres des plaintes. Et ensuite, voilà, la vidéosurveillance, surtout sur les salariés, c'est aussi un sujet très classique. Il faut faire attention à ce que les personnes soient informées, il faut que ce soit proportionné. Attention aux vidéos dissimulées aussi sur les salariés. C'est très, très, très encadré. Tout ça, c'est des sujets très classiques auxquels il faut faire très, très attention. Voilà, quotidiennement dans votre conformité. Ensuite, nous avons pensé qu'il était pertinent de relever un sujet important qui est quand même le rôle du Conseil d'État vis-à-vis des sanctions. Donc, on a vu toutes les sanctions avec Flora. Ensuite, l'avenir, en fait, si on peut dire ça comme ça, des sanctions, parce que il arrive que ce contentieux soit porté devant le Conseil d'État. Qui joue ici un rôle crucial en fait parce qu'il déjà c'est un juge de pleine juridiction, donc il peut avoir des implications significatives sur les conséquences de ces sanctions, à la fois pour les professionnels, pour les parties en cours. Donc c'est une question importante. C'est important de dire que le Conseil d'État ne va pas venir remettre en cause en fait le pouvoir de sanction de la CNIL, mais il va exercer plutôt un contrôle sur la proportionnalité des sanctions, un contrôle sur le respect du principe d'impartialité et sur un contrôle de l'égalité. Donc, on peut diviser ça en deux, on voit la manière le pouvoir en fait du Conseil d'État peut soit être sur la procédure, donc il va se concentrer sur en fait une exigence accrue des garanties dans le sens qu'il va veiller en fait strictement au respect du contradictoire, à l'impartialité des membres, à la motivation suffisante des décisions. Donc tout ça, c'est des aspects importants dans les sanctions. Mais à savoir qu'il y a eu certaines décisions qui ont été réformées ou bien parfois annulées pour insuffisance de motivation, pour un défaut de caractérisation précise des manquements. Donc, c'est une partie. Et l'autre, ça sera plutôt sur le fond, donc ce qui peut nous intéresser, vu notre sujet, particulièrement sur les amendes. Oui, le Conseil d'État, en fait, va venir vérifier
la gravité réelle du manquement, le caractère intentionnel ou négligent et les mesures correctrices qui ont été prises et la coopération en fait de l'entreprise sujet de la sanction. Donc, si le Conseil d'État estime qu'il y a eu une coopération suffisante et que l'organisme a pris des mesures correctrices plutôt rapidement, euh, il pourra en fait venir réduire le montant de la sanction ou encore, sinon, valider pleinement la sanction en l'état. Ce qui arrive en pratique, c'est que le Conseil d'État va confirmer plutôt majoritairement les décisions de la CNIL avec des ajustements, notamment par rapport aux amendes, au montant des amendes, pardon. Par exemple, dans l'affaire Sergic, le Conseil d'État a réduit de 200 000 euros, donc on passe de 400 000 à 200 000 la sanction parce que en fait, le Conseil d'État a considéré que le montant était excessif au regard des circonstances, comme je viens de le dire, par rapport à la coopération de l'entreprise et des mesures correctrices qui ont été mises en œuvre. Donc, c'est des points importants qui peuvent faire varier le montant de la sanction finalement. Ou tout récemment, en 2026, il y a eu des décisions dans lesquelles en fait, le Conseil d'État, au contraire, est venu confirmer l'analyse de la CNIL. Par exemple, celle de Nice, par rapport en fait à un dispositif de surveillance, donc encore cette question de surveillance qui a été déployée par la ville et qui analysait en fait en temps réel les images de vidéoprotection aux abords des écoles à l'aide d'algorithmes. Et ici, la CNIL avait déjà statué en fait sur cette illégalité du dispositif et que le Conseil d'État vient confirmer. Euh, Pareil, une autre décision où ils confirment les sanctions de la CNIL contre le groupe CGDIM dans leur intégralité, en ayant analysé bien sûr les montants par rapport donc aux facteurs qui peuvent faire varier ces amendes, comme je venais d'expliquer, euh, et confirme dans l'État la sanction de la CNIL telle quelle. Donc voilà, Jérôme, n'hésite pas à me Ouais, compléter sur ce cette sujet. dernière décision d'ailleurs est un peu pointillante parce que elle fait un peu écho à tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la pseudonymisation, sur la définition de la donnée personnelle Exactement. Ouais. et ce fameux arrêt SRB de l'année dernière, de 2025 de la Cour de justice de l'Union européenne. Et le fait que voilà, ça vient remettre un peu quand même une couche en rappelant les éléments de pseudonymisation, qui n'est pas anonymisation effectivement, et les conditions qui vont encadrer finalement le fait que les données soient rendues anonymes. Et donc le Conseil d'État ici reprend une position, donc la position que l'on connaît actuellement, et donc va certainement apporter un peu sa pierre à l'édifice de cette négociation en cours entre les différents éléments dans le trilogue européen pour Mhm. cette réforme Digital Omnibus. Et je vous renverrai un des webinaires qu'on a déjà fait là-dessus. Et on continuera bien évidemment à en reparler. Merci Leïla pour ça. Alors maintenant, parlons peut-être des contrôles et merci Flora pour tous ces éléments sur les sanctions, parce que les sanctions, évidemment, n'arrivent pas sans contrôle préalable, hein. Je ne crois pas, très sincèrement, qu'il y ait déjà eu de sanctions qui aient été prononcées sans qu'il y ait de contrôle, ou alors c'est extrêmement rare, ça peut arriver après éventuellement une plainte directement, mais la plupart du temps, il y a toujours un contrôle. Alors peut-être quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, des sanctions simplifiées. Merci Neville pour des sanctions simplifiées évidemment parce que à la suite de plaintes, voilà, c'est aussi le principe de ces sanctions simplifiées. On va pouvoir faciliter le travail donc d'instruction. Il n'empêche qu'il y a quand même un travail d'instruction qui est fait par un rapporteur qui peut être amené aussi à déclencher un peu le mécanisme, entre guillemets, de contrôle. Mais il y a toujours un contrôle qui est fait par la CNIL pour les sanctions classiques, on va le dire comme celle-ci. Peut-être un rappel pour ceux qui ne connaissent pas sur les contrôles de la CNIL. La CNIL dispose de pouvoirs de contrôle très étendus. Elle peut faire des contrôles évidemment sur place, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans les organismes, c'est un peu le contrôle phare qu'elle va être amenée à réaliser. Elle peut faire des contrôles à distance, c'est-à-dire qu'elle se fait un contrôle en ligne, par exemple depuis des ordinateurs
au sein de la CNIL pour aller faire des consultations. C'est beaucoup le cas pour les cookies, notamment. Donc, ne soyez pas surpris si un jour vous avez la réception d'un courrier de la CNIL avec un PV qui a été analysé, votre site web, et puis va vous solliciter pour répondre à quelques questions. Ça peut aussi faire suite à une plainte qui a été déposée à la CNIL ou un signalement qui vous a été fait au préalable auquel vous n'avez pas forcément répondu. Donc, des contrôles sur place, des contrôles à distance, qui peuvent être aussi un courrier, qui vous est adressé avec des questions, mais également la possibilité d'être convoqué dans les locaux de la CNIL pour répondre à des questions des contrôleurs. Pour rappel, les contrôles à la CNIL, c'est un service dans la direction du contentieux. Je regardais pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Il y a 11 juristes au service des contrôles actuellement, autant d'auditeurs de systèmes d'information qui sont des personnes qui ne sont pas juristes mais qui ont un aspect plus technique. Ça veut dire que le contrôle de la CNIL se fait en binôme la plupart du temps avec des interlocuteurs juristes et techniques, au même titre que les bons DPO, les DPO, la matière de la protection des données qui est vraiment juridico-technique, on le voit bien, eh bien la CNIL s'inscrit pleinement là-dedans, et donc on voit bien. Donc ça fait aussi des binômes, 11 personnes, voilà, à peu près 5-6 binômes, qui permettent de réaliser des contrôles. C'est peu pour un environnement national. C'est pour ça que aussi la tendance, je dirais, dans les contrôles, ici, en termes de nombre de contrôles, ne va pas forcément exploser dans les années à venir, tant qu'il n'y aura pas autant de ressources humaines qui permettront de gérer ces contrôles. L'année dernière, on avait à peu près, alors dans le rapport annuel de 2025, pour l'année 2024, il y avait à peu près 320 contrôles qui avaient été réalisés. Peu ou prou, on aura à peu près la même chose pour l'année 2025. Peu ou prou, on aura à peu près la même chose, je pense. Si les moyens augmentent, on aura peut-être un peu plus pour l'année 2026, sauf s'il y a des nouvelles modalités de contrôle qui sont simplifiées, qui permettront de le faire. Néanmoins, ça reste quand même un nombre important au regard des ressources que dont la CNIL dispose. Donc, des contrôles qui, effectivement, sont faits la plupart du temps aussi sans prévenir. Ça, c'est aussi important. Sans prévenir, et puis qui ont fait l'objet d'un temps d'instruction qui peut être aussi parfois très long. Il ne faut pas aussi ici être surpris de ce temps-là, parce que le contrôle peut s'échelonner avec plusieurs contrôles sur place, par exemple, mais aussi faire l'objet d'une campagne globale qui apporte aussi une réponse aussi de la part de la CNIL, qui doit aussi être cohérente, ou parfois la CNIL aussi cherche aussi un peu ses réponses, il faut aussi être lucide là-dessus, et donc apporte aussi des éléments. Donc, qu'est-ce que peut amener un organisme à être contrôlé? Évidemment, on l'a dit, la plainte. La plainte auprès de la CNIL, c'est le premier sujet que la CNIL va avoir en tête pour essayer de répondre à la fois donc à cette plainte ou à ce paquet de plaintes qu'elle va recevoir concernant un organisme. Soit dans l'instruction de la plainte, elle n'arrive pas à avoir les informations, soit c'est trop important, on se dit, en fait, on va déclencher un contrôle pour véritablement aller voir ce qui se passe sur place. Donc ça arrive, la plupart du temps, ça vient de plaintes qui permettent de déclencher ces contrôles. Donc vraiment, ça c'est le point d'attention principal, bien gérer les relations avec ces publics de ce point de vue-là pour effectivement être en anticipation des éventuelles plaintes. Et y compris aussi lorsqu'il y a une plainte de la part de la CNIL, vous avez un courrier, bien être dans la réaction, bien évidemment. Ça peut être aussi, et c'est aussi très souvent le cas, et souvent ça amène aussi généralement là, pour le coup, à des sanctions quand il y a des médiatisations importantes de manquements dans la presse. La plupart du temps, ça va être des incidents de sécurité qui entraînent des violations de données. Vous avez donc des fuites de données, on en a des paquets qui arrivent, malheureusement pour ces organismes, quand bien même ils ont notifié à la CNIL, le fait que ce soit rendu public, ça a nécessité aussi le déplacement et la mise en place d'un contrôle pour aller faire des constatations et vérifier qu'en fait, effectivement, il y avait des erreurs de conformité. La sécurisation n'était pas assez bonne par rapport au risque pour les individus, et donc ça peut amener à des sanctions. Il peut y avoir aussi des signalements de la part des autres autorités. Vous savez, il y a une grande
système de coopération européenne. Donc, vous avez des plaignants en Italie, en Roumanie, en Suède ou en Allemagne. Eh bien, les autorités coopèrent au sein de ce qu'on appelle le système de coopération, le guichet unique, etc. Donc, il y a ici tout un mécanisme qui est mis en place aussi, qui peut vous amener à être contrôlé parce que vous avez d'autorités européennes qui le sollicitent. Et puis, il y a évidemment un plan annuel de contrôle qui est proposé par la CNIL chaque année, qu'elle n'a pas encore publié, c'est pour ça qu'on est un peu dans l'anticipation, mais elle va le publier donc vraisemblablement dans les quelques semaines qui viennent, qui permet bien tout simplement de dire voilà, cette année je vais me focaliser sur un certain nombre de sujets. On va le voir, on a déjà un sujet qui a été publié, mais qui ne dépend pas donc de la CNIL, mais plutôt de l'ensemble des CNIL européennes. C'est cette action coordonnée donc en 2026 sur cette année, les obligations de transparence et d'information. On est toujours dans ces actions coordonnées au niveau du respect des droits des personnes. L'année dernière, c'était le droit à l'effacement. L'année d'avant, c'était encore le droit d'accès au niveau des personnes. L'année d'encore avant, c'était plutôt sur le cloud public. Mais aujourd'hui, on voit bien que la tendance est là-dessus, sur le respect pour les droits des personnes par les organisations. Voilà. Alors peut-être juste aussi pour rappeler, qu'est-ce que va chercher une équipe de contrôle quand elle va faire un contrôle? Elle va chercher des preuves. Elle va aller chercher à faire des constatations et à prendre ces preuves pour les établir dans le cadre d'un contentieux. Et ça, c'est essentiel de savoir ça. Ça veut dire quoi? Et on va y revenir après, mais qu'il est extrêmement important d'être extrêmement soucieux sur quelles sont les preuves qu'on peut apporter de notre conformité. Et c'est tout l'enjeu du RGPD, des règles de protection des données, de la fameuse accountability. Le principe de responsabilité, c'est avoir de la preuve. Et la CNIL va chercher de la preuve. Leïla, tu veux continuer sur peut-être les thématiques? Oui, bien sûr. Alors, comme Jérôme l'a déjà évoqué, on a ce focus sur les obligations de transparence et d'information, donc qui vont très probablement faire l'objet de la surveillance de la CNIL, en fait, d'un de ces sujets clés. Ensuite, on peut identifier des thématiques à travers le plan stratégique de la CNIL, vu que les thématiques de 2026 ne sont pas encore publiées. On peut donc aller voir les thématiques qui ont été déjà identifiées depuis 2025, mais sur 3 ans dans son plan stratégique. Et bien évidemment, c'est d'abord promouvoir une IA éthique et respectueuse des droits. Donc l'IA, bien sûr, c'est un sujet central et la CNIL aussi veut devenir un acteur central de cette régulation de l'intelligence artificielle avec une approche déjà pédagogique, donc à travers toutes ces fiches IA que vous avez sans doute pu voir sur son site, une approche juridique ou répressive. Donc là, sur les contrôles, ce qui va être très important, c'est la conformité des systèmes d'IA. Et la CNIL ici, en fait, prévoit de concevoir une méthodologie ou des outils qui vont lui permettre de contrôler la conformité, en fait, des systèmes dans le temps, c'est-à-dire dans le cycle, dans la chaîne de vie de l'IA et dans les différentes étapes. Est-ce que c'est la conception du système? Est-ce que c'est le déploiement? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est le monitoring dans le temps? Donc, c'est très important de garder en tête ces différentes étapes-là. Et que ça suffit pas en fait que qu'on mette le système en fait en conformité au tout début et puis ne plus regarder l'évolution dans le temps du système. L'IA finalement s'auto-apprend dépendamment des niveaux ou de la nature de l'IA, mais c'est important voilà, d'avoir ces différentes étapes de cycle de vie en tête. Ensuite, un autre point, c'est que la CNIL a priorisé en fait dans son projet, c'est de surveiller les IA qui sont utilisées par l'État et les collectivités. Donc, elle poursuit en fait son contrôle sur les dispositifs d'IA qui sont utilisés par les collectivités et l'État, en particulier dans le cadre des caméras augmentées. Donc, c'est un sujet peut-être qui ne touche pas à tout le monde, mais c'est important de le mentionner quand même. Alors, ça peut être le cas pour Ensuite, les entreprises privées qui oui, peuvent mettre aussi de la surveillance, etc. exactement. Et au-delà de la collectivité, c'est aussi filmer des endroits qui sont ouverts au public.
hein. Et Mm. donc là, qui touche vraiment tout type Comme nous l'avons vu d'organisme. avec Nice et le Ouais, Conseil d'État. voilà, exactement. Ensuite, un deuxième axe, ça serait la protection des mineurs et donc de leurs données dans l'univers numérique. Euh, Déjà, l'objectif ici, c'était de permettre un exercice effectif des droits de mineurs, c'est-à-dire que la CNIL va euh, peut-être s'attarder un peu plus sur comment est-ce que ces droits sont mis en œuvre, effectivement, concrètement parlant. Euh, Est-ce que les entreprises ont développé des interfaces qui sont adaptées aux enfants ou pas? Mais aussi du point de vue des mineurs, les informer davantage sur leurs droits, de simplifier le dépôt de plainte par les mineurs ou leurs parents. Donc, c'est une approche encore plus concrète de cette protection-là qui est peut-être un point de focus de la CNIL finalement en termes de contrôle, mais aussi de contrôler donc les services qui sont destinés aux mineurs. Euh, Particulièrement les plateformes qui sont de plus en plus utilisées par les mineurs. On sait que c'est les réseaux sociaux, mais pas que. Et donc, renforcer le contrôle sur ces plateformes-là. Ça peut être donc les réseaux sociaux, ça peut être les applications, ça peut être des applications éducatives aussi, des jeux éducatifs en ligne, des jeux vidéo. Donc, le secteur de l'éducation est particulièrement cité en exemple. Et notamment, elle va venir se focaliser sur les modalités de recueil de consentement et le respect des règles aussi en matière de publicité, en matière de cookies, en matière de, de profilage qui est interdit en sorte pour les enfants, pour les mineurs. Donc, et, euh, il y aura bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, les actions coordonnées avec d'autres autorités européennes sur ce sujet-là, pour mutualiser en fait les informations et les compétences sur ces sujets, qui reste un sujet un peu difficile à maîtriser, qui, euh, par rapport en fait à l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs et d'autres types de plateformes, comme nous le savons. Ensuite, le troisième axe serait l'objectif en fait de troisième axe, c'est de faire de chacun un acteur de la cybersécurité. Mais en termes de contrôle, si on s'attarde vraiment sur ça, c'est la question déjà de développer et de développer des solutions techniques protectrices qui encouragent le privacy by design, mais aussi les privacy enhancing technologies, donc les PET, comme acronyme, pour déjà intégrer la protection dès la conception de ces systèmes, mais surtout la question de renforcer les contrôles à la suite après des violations. En fait, à l'issue de violations de données, la CNIL cherche à accroître ses contrôles dans cette étape un peu postérieure pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctrices adaptées au cas, bien sûr, à la sanction spécifique, mais venir faire ce contrôle post-violation. Elle a indiqué qu'elle va mettre à jour ses recommandations sur la sécurité. Donc ça, c'est pas mal. On peut peut-être euh, garder l'œil sur ça. Ce Et d'autant plus qu'il y a vraiment le sujet de la cybersécurité qui est sur la table avec Nice 2 avec et le NIS 2, vous n'êtes pas voilà. sans savoir que l'ANSSI va aussi avoir un pouvoir de contrôle dont elle s'inspirera probablement des pratiques de la CNIL pour Mhm. voir peut-être avoir des contrôles communs, hein, c'est aussi des choses qui sont possibles pour les aspects cyber et que ces obligations de notification de violation, elles sont un peu partout aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un sujet, voilà, maintenant, qui est dans l'air du temps depuis quelques années et qui va continuer à être accru. Et enfin, le dernier axe serait vraiment un focus sur les applications mobiles, de contrôler la conformité de ces applications, notamment les fournisseurs de SDK, donc ce qu'on appelle les Software Development Kits, qui jouent un rôle central en fait dans le fonctionnement des applications. La CNIL rappelle ici ses recommandations qu'elle a déjà publiées sur ces sujets, mais va se concentrer donc sur cette mise en conformité des applications et
et enfin le contrôler les modalités de mise en œuvre de services d'identité numérique que la CNIL souhaite qu'elles soient davantage respectueuses de la vie privée, que ce soit chez les acteurs publics ou les acteurs privés. Et voilà, l'objectif est de sécuriser cet avenir en fait de l'identité numérique européenne. Je vois le temps qui passe, peut-être qu'on peut passer aux recommandations. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire à la suite de tout ça? Nos recommandations, vous allez voir si on passe après. Donc, évidemment, ça nécessite de plus en plus d'être responsable, de plus en plus eh bien, de se soucier de ces questions de protection des données et de ne pas mettre le sujet de côté. Ça veut dire que ça passe par ce premier axe fondamental qui est d'instaurer une gouvernance pour deux choses, effectivement, organiser les choses, organiser la protection des données, organiser les règles de privacy by design, prévenir éventuellement ces manquements qui peuvent arriver. Et puis, on l'a dit, la CNIL cherche des preuves de conformité. En tant qu'organisme, on est responsable de documenter sa conformité. Donc, cette documentation, ces preuves, il faut les générer. Et pour cela, cette gouvernance, eh bien, est l'un des axes le plus utiles qui puisse être mis en place dans une organisation. Ça passe par une organisation externe, souvent désigner un pilote à travers un DPO, mais aussi des équipes privacy, bien évidemment, mais aussi organiser les relations entre les différentes filiales, avoir de la cohérence, que ce soit au niveau donc humain, mais aussi des outils, etc. Finalement, ça va impliquer une bonne gestion, hein, tout simplement, de ces processus en interne. Impliquer la direction, on rappelle des choses qui sont assez banales, hein, pour ceux qui sont déjà bien avancés, mais sachez que pour beaucoup, nous on le voit encore, c'est encore long et c'est encore plein de choses qui ne sont pas bien mises en place, hein. Savoir qui fait quoi dans ses responsabilités, savoir comment, eh bien, quels sont justement mon niveau de preuve attendu. Parfois, on se dit, on a des choses, mais quel est mon niveau de preuve et comment je m'assure que j'ai une preuve de ce que j'avance. Et si demain la CNIL me demande, par exemple, une preuve que, un, j'ai un contrat, que deux, mon contrat était exigeant sur telle partie du traitement et que je dois prouver que j'ai respecté cette exigence, est-ce que je suis en capacité de pouvoir amener un document qui va me permettre de prouver ce que j'avance? Ça passe évidemment, ces preuves, par de la documentation. Le maître mot dans la documentation du RGPD, c'est évidemment le registre des traitements. Le registre, c'est l'élément phare qui va permettre de centraliser les informations et de pouvoir surtout avoir un suivi, un pilotage donc de ces traitements et de toute la documentation nécessaire à ces traitements. Ça passe par des procédures, on l'a dit évidemment, la procédure c'est de la bonne gestion en interne, aussi l'organisation des choses, des responsabilités des services, des individus, et intégrer la protection des données dans les projets. Ça passe par tout simplement former les gens, former les équipes, mais aussi instaurer dans les pratiques, eh bien, le respect de ces questions. On pense aujourd'hui au système d'IA, on pense, tout le monde en met en place. Pas beaucoup de monde aujourd'hui se pose la question de savoir comment est-ce que je réfléchis à la protection des données. Alors, je dis pas beaucoup de monde, j'exagère un peu, il y a quand même des gens qui s'en occupent, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup souvent de cabinets, de conseils, etc., de consultants, où ces pratiques de protection des données sont très très peu imprégnées dans les projets, etc. N'oubliez pas que plus vous allez avoir de la donnée qui sera traitée, plus ces questions de protection des données seront fondamentales et potentiellement vous aurez un risque important de contrôle, sanction par le régulateur. Que ce soit au niveau du RGPD, mais demain aussi, la CNIL va pouvoir contrôler le règlement IA, mais aussi demain, vous avez des autorités qui vont aussi peut-être prendre en considération ces questions de protection des données, que ce soit l'ANSSI, que ce soit les autorités sectorielles, qui peuvent aussi être des alertes pour le régulateur, pour la CNIL.
Donc la gouvernance, c'est vraiment l'élément phare qui va vous permettre de le faire. Donc la gouvernance, c'est le socle, évidemment. Et une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on intègre ce qu'on vient de voir sur les tendances des sanctions de la CNIL et aussi en matière de contrôle sur les sujets qui semblent se dessiner pour les années à venir, les thématiques de contrôle? Comment est-ce qu'on intègre? Eh bien, tout simplement, on priorise ces thématiques-là de contrôle dans sa conformité. Donc, celles qu'on vous a données, c'est-à-dire l'IA, évidemment, puisqu'il y a des fiches pratiques là-dessus, les applications mobiles, puisqu'il y a des recommandations sur le sujet, la cybersécurité, qui est aussi un sujet très classique, et les autres sujets qu'a cité Leïla tout à l'heure. Donc ça, il faut vraiment le mettre en haut de la pile, ces sujets-là. Et il faut aussi prendre en compte les sujets qui sont classiquement sanctionnés, que ce soit en procédure ordinaire ou simplifiée, la vidéosurveillance des salariés, euh, le droit des personnes. Alors là, évidemment, l'information, le droit à l'information, parce que c'est à la fois un sujet classique, mais aussi probablement un sujet de contrôle. Donc voilà, si vous devez hiérarchiser et vos priorités et donc et du coup que vous ne savez pas par quoi commencer, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Vous commencez par identifier ceux qui relèvent des thématiques des contrôles et des sujets classiques et vous les mettez en haut de la pile. Ensuite, si vous avez fait ça, vous êtes vraiment, vraiment très bon, vous pouvez aussi prendre en compte concomitamment le degré de risque que présentent les traitements chez vous en matière de protection de données. Quel risque d'atteinte il y a pour le droit à la protection des données pour chaque traitement? Là, ça nécessite d'avoir une analyse peut-être un peu plus fine, un regard un peu plus mature, mais quand on est des PO et quand on a un peu de recul sur cette question du droit à la protection des données, on va, en fonction de la nature des données qui sont traitées, notamment est-ce que je traite des données sensibles, des opinions politiques, des appartenances religieuses, des données de santé, appartenance ethnique, ou même des données, ce qu'on dit hautement sensibles, c'est-à-dire des données bancaires, des données sur le revenu des personnes, sur le niveau de vie des personnes, sur même sensible à orientation sexuelle, etc. Ça, c'est quelque chose qui doit attirer votre attention, vraiment, qui doit aussi, c'est des actions, si vous devez faire des choses, ça doit être en priorité. Le volume aussi des données, c'est-à-dire que plus vous allez traiter de données sur des personnes de manière générale et plus vous êtes sur des traitements sensibles, donc vous devez prioriser aussi ce type de traitement. Vous devez aussi prendre en compte l'impact que les traitements ont sur les personnes qui sont concernées. C'est très important. Quelles conséquences ça a? Est-ce que ça a, par exemple, en matière bancaire, pour conséquence, si je suis dans le cadre d'un octroi de crédit, d'exclure pour la personne la possibilité de contracter un prêt? Ça, c'est un impact qui est fort en matière de protection des données et donc qui doit aussi attirer votre attention. Donc, c'est toutes ces choses-là qui doivent être prises en compte pour aussi hiérarchiser en fait vos actions. C'est le niveau de sensibilité des traitements que vous mettez en place. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur la recommandation. Et alors, on vous a mis quelques ressources utiles ici, qui est un peu pour illustrer en particulier sur cette question un peu de la responsabilité, puis des éléments un peu pour vous donner, si vous ne connaissez pas les contrôles, si vous n'avez pas fait l'objet d'un contrôle, qui peut être le cas quand même généralement. Vous avez ici, la CNIL a publié pas mal d'informations. Vous avez premièrement une charte des contrôles très, 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 très pratique qui permet de bien comprendre comment ça se passe. Globalement, ce qui est attendu, c'est un document qui est remis dans le cadre d'un contrôle aussi. Vous avez aussi la liste des organismes contrôlés, vous savez, qui est en open data, que vous pouvez aller consulter, alors qui est mis à jour généralement une fois par an. Et puis vous avez aussi un exemple pour ceux qui veulent savoir, mais finalement, c'est quoi le contrôle de documents qui sont des documents de contrôle qui ont été rendus publics. Et là, je vous ai mis ici, notamment dans le cadre d'un traitement qui s'appelle SIDEP, c'était lors de la période Covid, eh bien, vous aviez la CNIL qui a publié, enfin, l'administration a publié ces documents pour pouvoir, donc à destination du public. Et ça, on voit bien ici tous les documents qui font l'objet de ce contrôle. Le procès verbal, la lettre de mission, l'ordre de mission, donc ça permet aussi de bien se figurer, finalement, ben, ça ressemble à quoi, et ça peut être très utile. Vous avez également un webinaire qui a été fait par la CNIL, donc dans les coulisses d'un contrôle, qui est très récent, puisqu'il date donc d'il y a quelques semaines, et un webinaire de Dastra que je vous invite à aller consulter aussi sur 5 documents indispensables qui sont à produire et à donc donner en cas de contrôle de la CNIL, en tout cas avoir cette capacité de pouvoir les mobiliser là-dessus.
Voilà. Et puis vous avez aussi des lignes directrices très intéressantes qui datent un peu maintenant, mais sur ce que c'est que le accountability. Généralement, ce n'est pas un 20 mots, mais surtout vous avez ici un des éléments intéressants parce que ça donne toute une liste de documents finalement qui sont ce qui peut servir de preuve donc de la conformité. C'est la page 12 de ces recommandations. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup Flora, merci beaucoup Leïla Merci pour l'invitation. pour vos interventions très claires. Et donc, eh bien, bon appétit à tous et à toutes. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir. Merci.